Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau tuto Amaté. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux membres très actifs du réseau interdisciplinaire autour de la statistique, un réseau des statisticiens du CNRS, qui est porté par Amandine Blin et Cécile Lecoeur. Et nos deux collègues, qui sont ingénieurs statisticiennes, vont nous parler de Tidyverse, ce package R qui va nous permettre de nous faciliter la vie dans l'analyse de données avec R. Donc, merci beaucoup Amandine et Cécile, et je vous laisse la parole pour animer ce tuto. Eh bien, super, merci beaucoup et merci au réseau MathSHS d'avoir pensé à nous pour animer ce tutoriel. Donc, on va vous donner, si ce n'est pas déjà fait, un lien GitLab où vous pourrez retrouver le support de cours, le PDF. Et également, vous avez le script R qui contient les commandes de ce tutoriel. Donc, vous pourrez revenir à tête reposée ultérieurement sur les commandes. Donc, certaines, on va défiler assez rapidement, donc c'est toujours bien de regarder les choses un peu après. Donc, ce tutoriel, il fait suite à une action nationale de formation CNRS qui a eu lieu en octobre, qui s'est déroulée à La Rochelle, qui était portée par le réseau RIS. Et pourquoi en fait faire ce tutoriel? Parce que pour les utilisateurs de R, R qui est le logiciel open source de référence pour les statisticiens, on entend beaucoup parler de Tidyverse. Ça devient un peu une référence, en tout cas en système de codage. Donc c'est natif. Tidyverse a éclos en 2016 et donc on souhaitait faire ce tutoriel pour vous présenter un peu tout le workflow, alors de manière assez générale, que vous pouvez retrouver sur Tidyverse. Donc, pour utiliser Tidyverse, c'est un package sous R que vous installez au préalable et vous chargez la librairie. Pour définir ce tutoriel, on va s'appuyer sur un jeu de données unique. Donc, c'est un jeu de données qui est disponible dans la librairie Palmer Penguins, qui s'appelle Penguin4, qui est un jeu de données sur des manchots adultes, ont été suivis sur plusieurs îles en Antarctique entre 2007 et 2009. Et ce jeu de données contient des informations sur les mesures morphologiques, des observations de nidification et les isotopes sanguins. Donc en dessous, je vous ai mis les variables qu'on va plus utiliser dans la suite de ce tutoriel, à savoir l'espèce du manchot, l'île, la longueur, la profondeur du bec, la longueur de la nageoire, la masse corporelle et le sexe du manchot. Donc on utilisera également des colonnes style commentaire un peu pour pouvoir jouer sur les chaînes de caractères. Donc avant de démarrer ce tutoriel, on voulait remettre le contexte en fait de l'environnement Tidyverse, vous expliquer un peu qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça contenait. Donc, Tidyverse, c'est la contraction de Tidy et Universe. Ce package, en fait, c'est un regroupement d'autres packages. Donc, quand vous chargez la librairie Tidyverse, vous chargez d'autres packages en même temps. Et le but du jeu, c'est de s'appuyer sur la même grammaire, la même structuration des données, la même logique de code. Et donc, l'ensemble, ça permet d'étendre les capacités de R de base. Donc, les principaux, donc quand vous chargez Tidyverse, vous avez une petite liste de packages. Donc, vous avez tout ce qui concerne la lecture des données tabulaires via le package readr. Vous avez le package table qui permet de définir une nouvelle structure d'un data frame. Vous avez tout ce qui concerne la manipulation de données, de chaînes de caractères et de variables qualitatives via dplyr, stringr, forcats. Vous avez un package sur le formatage des données et puis tout ce qui concerne la réalisation de graphiques et on verra tout à la fin le package qui est dédié à la programmation. Donc en fait, qu'est-ce que ça implique ce chargement de package? En fait, quel est le but de ce workflow? C'est vraiment d'intervenir tout au long du cycle de la donnée. Il faut savoir que quand vous chargez en fait cette librairie Tidyverse, vous avez d'autres packages qui ne sont pas dans le workflow Tidyverse, mais qui est basé sur le même concept.
Donc ça, il faudra également charger ces librairies. On en verra une, notamment tout ce qui concerne la modélisation et l'apprentissage automatique via la librairie TidyModels. Donc ce workflow, il consiste à importer les données via différents packages, donc readr pour les données tabulaires. Vous avez également un package qui s'appelle readxl pour les fichiers Excel. Vous avez également le package even qui vous permet d'importer des fichiers issus d'autres logiciels statistiques tels que SAS, SPSS ou Stata. Donc, une fois que vous avez importé vos données, il va falloir les ranger correctement, donc, via des logiciels, enfin le package Typel notamment. Puis une fois que c'est bien mis en forme, vous allez les transformer probablement pour pouvoir les visualiser. Et ça, ces transformations, c'est en fonction des besoins que vous avez. Donc, ça peut être des transformations un petit peu classiques, comme on verra, ou des manipulations de chaînes de caractères ou de facteurs. Donc, une fois que vous avez fait vos transformations, vous pouvez les visualiser via le package ggplot2 qu'on verra avec Cécile de long en large. Et puis après, vous pouvez modéliser en fait l'ensemble de vos données. Donc ça, c'est deux packages qui s'appuient sur les concepts de Tidyverse, mais qui ne sont pas chargés quand vous chargez Tidyverse, à savoir TidyModels et Broom. Et puis, donc ça, on ne le verra pas aujourd'hui, vous pouvez communiquer vos résultats via Quarto, par exemple, R Markdown anciennement, ou des logiciels interactifs, d'interface interactive comme Shine. Donc tout ça, ça constitue la base d'un data scientist, donc qui s'appuie tout le workflow Tidyverse. Alors, quand on parle de Tidyverse, vous avez sans doute entendu parler de Typel. Donc qu'est-ce véritablement un Typel? C'est communément appelé la version moderne d'un data frame. Data frame qui est un objet de base dans R. Donc, je vous ai mis un petit lien où vous pourrez aller voir un peu ce qui s'y passe. Et si on parle de notre jeu de données Penguin-Fo et qu'on regarde la sortie, en fait, qu'est-ce que c'est que ce Penguin-Fo? Quand vous faites un print de Penguin-Fo, vous avez normalement une première ligne qui s'affiche avec un dièse qui précise que c'est un typel, qui précise le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et puis, en dessous de chaque variable, vous avez sa structure. Ici, c'est une date, ça, c'est un nombre réel, et ça, c'est un caractère. Donc, vous retrouvez d'autres types de variables, comme les facteurs, les nombres entiers et les vecteurs logiques. Alors, quelle est véritablement la différence entre un typel et un data frame? Alors déjà, les typels, ils vont vous afficher les premières lignes et toutes les colonnes. Donc, tout ça, ça va s'ajuster au niveau de votre écran. Et ça va vous ajouter des informations supplémentaires par rapport à un data frame. Ça va vous spécifier le type de colonne et sa dimension. Nombre de lignes, nombre de colonnes. Dans un typel, contrairement à un data frame, vous n'avez pas de nom de ligne. Ce n'est pas possible d'en ajouter. Et puis, ce qui est très pratique, et donc on va le voir avec le jeu de données qu'on a appris, c'est que vous pouvez mettre des espaces, des caractères spéciaux dans le nom des colonnes. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un data frame. Et puis, ça vous avertit s'il y a un petit problème, notamment s'il y a une colonne qui n'existe pas. Donc, pas de panique, il y a complètement compatibilité avec le data frame, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir après pour appliquer les commandes de Tidyverse, vous pouvez l'appliquer sur un data frame. Vous pouvez également transformer un data frame en typel via la fonction as_typel du package Typel. Mais en tout cas, c'est totalement compatible avec un data frame. Donc, si on part de notre début de workflow de Tidyverse, l'objectif premier, c'est de pouvoir importer ces données. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le package readr pour importer des CSV, des TSV. Et vous avez également le package readxl, donc lui qui est dédié au format Excel. Donc, cette librairie, typiquement, elle s'inspire du concept de Tidyverse, mais elle n'est pas incluse dans l'environnement.
Donc, pour pouvoir utiliser et importer des fichiers Excel, il faudra importer votre librairie WIT-XL. Et puis, le package Even pour importer des fichiers de d'autres logiciels statistiques. Alors là, je vous ai mis un petit exemple avec le package WIT-R donc pour importer un fichier CSV. Donc vous pouvez utiliser, si vous utilisez RStudio, vous avez une interface interactive sur le côté droit de RStudio qui vous permet de faire ça de façon assez simple. Mais sinon, vous pouvez passer en ligne de commande. Et donc ici, on utilise la fonction qui s'appelle WIT_CSV. Et puis à l'intérieur, vous allez spécifier entre cotes l'endroit où se trouve votre fichier en local ou alors en spécifiant l'URL où se trouvent vos données. Et là, on lui dit que les premières lignes correspondent au nom de colonne. De la même façon qu'on peut importer, donc j'ai voulu faire un petit focus sur l'exportation des données. Donc, si vous voulez exporter les données au format CSV, vous utiliserez la fonction write_CSV, qui est toujours dans le package WIT-R, ou encore write_DB pour l'exportation format texte. Pour tout ce qui concerne les fichiers Excel, là, dans ce cas-là, il faudra utiliser une autre librairie qui s'appelle WriteXL. Donc ça, c'était un petit focus sur l'importation et l'exportation de données. Donc maintenant, on va un petit peu avancer sur notre workflow et là, on va rentrer sur tout ce qui concerne la manipulation des données. Et tout ce qu'on va voir là-dessus s'appuie sur le package dplyr, donc package qui est inclus dans le package tidyverse. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait on a prévu avec Cécile à la fin de chaque grande partie, si vous avez des questions, on fera une petite séquence questions pour pouvoir les prendre au fur et à mesure si vous avez des choses brûlantes à nous poser. Donc, on est parti. Donc, quand on manipule les données, une commande qui est fondamentale en fait à connaître, c'est la commande pipe. Donc, pipe avec une barre et un supérieur. Et à quoi sert en fait cette commande? Ça nous permet de faire des actions successives. Donc, par exemple, on souhaite afficher les premières lignes du jeu de données Penguins Faux. Donc, pour afficher les premières lignes sous R, c'est la fonction head, donc ça qui est dans R de base. Et comment on fait? On prend notre jeu de données, Penguin Faux, et puis on utilise le pipe et head, ouvrir et fermer la parenthèse. Et là, vous allez avoir affiché ce jeu de données. Et donc après, ce pipe, en fait, vous pouvez rajouter un pipe et puis refaire une autre action de façon successive. Alors, je voulais vous faire un petit focus sur ce pipe. Dans la littérature, vous voyez sans doute apparaître ce genre de pipe, pourcentage supérieur pourcentage. Donc ça, c'était un pipe qui était dans le package Magritte, qui avait été introduit dès 2014. Et du coup, ils ont ressorti une nouvelle version en fait, du pipe plus récente en 2021. Donc, en fonction en fait des versions de package, etc., parfois en fait utiliser ce pipe ne marchera pas. De même que si vous travaillez en fait sur une version très ancienne de R, eh bien le pipe comme ça il marchera pas. Donc, moi, ce que je conseille, c'est quand même d'utiliser ce pipe et puis de toujours fonctionner sur des versions de RStudio très récentes. Et notamment tidyverse, pensez bien à mettre à jour très régulièrement le package tidyverse et toutes les dépendances qui vont avec, parce que parfois, on peut avoir des soucis. Donc, je vous ai mis une petite référence sur le blog de tidyverse qui explique plus en détail, en fait, la différence entre les deux pipes et puis les avantages et les inconvénients.
Donc, une petite commande qui peut être très utile dans dplyr, c'est quand vous voulez avoir un aperçu d'un jeu de données, vous avez la fonction qui s'appelle glimpse, qui se rapproche de la fonction structure, enfin str de R, et qui va vous afficher le nom de toutes les variables avec le type de variable et puis les premières observations de chacune de ces variables. Donc maintenant, on va vouloir essayer de sélectionner en fait des colonnes et puis après on verra des observations. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction qui s'appelle select. Donc par exemple, si vous voulez sélectionner les espèces de manchots que vous avez dans votre jeu de données PenguinFlow, donc le nom de la variable s'appelle species. Donc, vous allez taper le jeu de données PenguinFlow, le pipe, select le nom de la variable que vous souhaitez sélectionner. Et puis, je réutilise le pipe pour afficher seulement les premières lignes du jeu de données. On peut, donc là j'ai sélectionné qu'une variable, vous pouvez rajouter autant de variables que vous le souhaitez dans votre select. Donc, par exemple, vous voulez sélectionner l'espèce, le sexe, vous allez juste rajouter, virgule, le nom de la deuxième variable. De même, si vous ne voulez pas utiliser vos noms de colonnes, de variables, vous pouvez utiliser le numéro de la colonne qui correspond à la variable. Donc là, pour species et sexe, ça correspond au numéro de colonne 3 et numéro de colonne 14. Ça, c'est une autre façon, en fait, de sélectionner des colonnes. On peut sélectionner aussi toutes les variables sauf une. Donc là, dans le select, vous allez juste indiquer un petit moins. Donc là, vous sélectionnez toutes les variables sauf la variable id. Si vous voulez sélectionner des colonnes dont le nom commence par un caractère ou par une chaîne de caractères, vous pouvez indiquer dans le select, donc c'est toujours la même fonction, le start underscore with. Et par exemple, je veux sélectionner tout ce qui a trait au bec. Donc là, j'ai mis le nom Culmen. Je veux sélectionner toutes celles qui commencent par cette chaîne de caractères. Donc ça va vous sortir les deux variables correspondantes. Donc là, c'est quand on veut sélectionner des colonnes dont le nom commence. Et de la même façon, on peut sélectionner des colonnes dont le nom finit par un caractère ou une chaîne de caractères via cette option-là dans Select. Donc là, on a vu comment sélectionner en fait des variables. On peut vouloir extraire les observations d'une colonne. Donc ça, c'est la fonction pull. Donc si vous voulez extraire les observations des espèces du jeu de données, vous allez utiliser la fonction qui s'appelle pull. Donc ça, c'est une fonction qui peut être intéressante. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui est sélection de variables. Et on peut vouloir travailler, manipuler notre jeu de données, de créer de nouveaux jeux de données en fonction de ce qu'on cherche. Et pour cela, on va essayer de filtrer nos observations, c'est-à-dire filtrer nos lignes. Et la fonction qui fait ça, c'est la fonction filter. Donc par exemple, on veut les observations qui correspondent à l'espèce chinstrap. Donc dans le jeu de données PenguinFlow, vous avez 3 espèces différentes qui, dont vous regarderez, qui ont un codage un peu particulier. Donc, vous avez le nom vraiment de l'espèce en entier avec le nom latin qui suit. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous allez mettre à l'intérieur le nom de la modalité de votre variable espèce. Et donc là, vous sélectionnez les observations qui correspondent à l'espèce Chickstrap. Donc c'est un opérateur logique, puisqu'on sélectionne, on met une condition pour filtrer nos données. Donc on peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées, puisqu'on peut mettre une condition logique en fait dans ce filtre et ajouter une deuxième condition, c'est-à-dire qu'on veut sélectionner les femelles qui sont de l'espèce Chickstrap. Donc là, on va utiliser l'opérateur logique et pour faire ça.
Et donc là, toujours avec le pipe, donc là, j'ai mis un premier pipe pour filtrer. J'ai rajouté un deuxième pipe pour sélectionner juste les colonnes species et sexe. Et j'ai rajouté un pipe pour sélectionner les premières lignes. Donc, ça vous met ça en sortie. Donc, c'est vraiment, le pipe, ça permet vraiment de rajouter une action successive l'une après l'autre. Dans le même ordre d'idée sur le filtrage des données, on peut vouloir sélectionner les manchots dont la longueur du bec est inférieure ou égale à 38 et la profondeur du bec strictement supérieure à 19. Et bien, toujours pareil, on va filtrer donc, sur la longueur du bec, donc est codé comme ça. Donc, vous voyez ici que le nom en fait, de votre variable, vous avez des espaces en fait ici avec des parenthèses, chose qui serait totalement proscrite si vous utilisiez un data frame. Donc, on sélectionne la longueur du bec qui est inférieure ou égale à 38 et la profondeur du bec qui est strictement supérieure à 19. Donc, vraiment, filter, ça fonctionne de cette manière-là. Vous mettez filter et à l'intérieur, vous mettez une condition sur les critères que vous voulez utiliser pour sélectionner vos observations. Donc là, toujours dans le même esprit, je vais vous montrer plusieurs exemples en fait sur ce filtrage. Vous pouvez utiliser, vouloir sélectionner les manchots de 2 îles, Disco ou Targezen. Donc là, vous allez mettre, on veut sélectionner ceux qui sont de cette île ou de cette île pour pouvoir prendre toutes les observations souhaitées. Et puis, on sélectionne juste la variable île. Et puis, on lui dit avec le pipe, donc à partir de là, de faire un table. Un table qui va nous afficher le nombre d'observations sur les deux îles sélectionnées. Une autre commande qui peut être utile, on peut utiliser le pourcentage in pourcentage donc pour sélectionner donc sur la liste, de prendre les modalités. On sélectionne parmi une liste de modalités. Donc ça, c'est un petit peu le même ordre d'idée pour le filtrage. Donc, on a sélectionné des colonnes, des variables, on a fait du filtrage d'observation. On peut vouloir sélectionner des lignes en utilisant, donc il faut utiliser leur position. Donc ça, c'est pas je trouve la commande la plus révolutionnaire, en tout cas sur Tidyverse, sur la sélection des lignes. Mais pour sélectionner des lignes, c'est la fonction qui s'appelle slice. Et à l'intérieur, vous mettez le vecteur des numéros de ligne que vous voulez sélectionner. Donc ici, je voulais sélectionner la ligne numéro 3 et la ligne numéro 15. Ça peut être utile quand même. Donc maintenant, comment on ajoute? Donc on a notre tuple et puis on veut ajouter des nouvelles variables qu'on a créées. Donc par exemple, on veut créer une nouvelle variable en regroupant des modalités, enfin vraiment reconstruire une nouvelle variable. Donc, par exemple, je veux prendre la longueur du bec et je veux la normaliser, la centrer réduire, et puis l'ajouter à mon tableau. Donc, pour ajouter une nouvelle variable sous dplyr, c'est la fonction qui s'appelle muted. Donc, vous prenez votre jeu de données, le pipe, muted, vous mettez le nom de la nouvelle variable que vous souhaitez mettre, et puis vous lui dites qu'on veut centrer réduire. Et puis, vous avez une fonction, en fait, une petite option, en fait, dans muted, qui vous permet de dire à quel endroit, en fait, vous voulez mettre cette nouvelle variable. C'est-à-dire que là, vous créez une nouvelle variable que vous ajoutez à votre jeu de données. Donc, si vous faites juste cette première partie muted, ça va vous le mettre à la dernière, ça va être la dernière variable de votre jeu de données. Et parfois, vous voulez la rajouter typiquement à côté d'une autre variable. Donc ça, c'est la fonction qui s'appelle .after égale. Là, vous lui dites que vous souhaitez le mettre après ce nom de variable. Donc ça peut être utile en termes d'affichage en fonction de ce que vous voulez faire. Une petite commande utile à voir. Donc, par exemple, vous avez importé votre jeu de données avec des caractères et sous R,
Donc, vous savez que les variables qualitatives, donc soit vous codez en caractère, soit en facteur, mais c'est plutôt conseillé en termes de modélisation de passer directement en facteur. Et donc, plutôt que de faire variable par variable de caractère, de les transformer en facteur, vous pouvez faire tout d'un coup. Donc, dans la fonction muted, vous lui dites de regarder à travers tout ce qui est des caractères, where is underscore caractère, virgule, as.factor. Donc, ça veut dire toutes les variables qui sont en caractère, transformez-les en facteurs. Donc, du coup, là, en dessous, vous voyez apparaître, par exemple, species en caractère, vous voyez apparaître FCT, donc pour facteur. Ça peut être une commande assez utile lorsque vous importez vos données pour faire tout d'un coup. Dans Muted, vous pouvez, donc, comme vous créez une nouvelle variable, cette nouvelle variable que vous construisez peut être soumise à différentes conditions. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser la fonction if underscore else. Donc là, je vais lui dire, eh bien, moi, je veux créer une nouvelle variable de poids pour elle, qui va afficher, si le poids est inférieur à 3000, je veux que ça affiche small. Et puis, dans tous les autres cas, je veux que ça affiche normal. Eh bien, c'est ce qui est fait ici. Vous lui mettez donc la fonction if else et vous lui spécifiez à l'intérieur la condition, c'est-à-dire la condition, c'est si le poids est inférieur à 3000. Si c'est vrai, vous affichez small. Et puis, si c'est faux, on va afficher normal. Et donc, ça vous crée une nouvelle variable, ici, body mass G, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé, qui va se mettre à normal ou small en fonction de la valeur. Vous voyez que là, 2900, c'est inférieur à 3000, ça a affiché small. Et que dans les autres cas, c'était supérieur à 3000, ça a affiché normal. Si vous voulez avoir plus de conditions, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle case underscore when, c'est-à-dire, là, cette fois-ci, je vais lui dire, si c'est inférieur à 3000, c'est small. Si c'est supérieur à 4700, c'est large. Et dans tous les autres cas, on va lui dire que c'est normal. Et donc, ça vous a affiché une nouvelle variable en fonction de la valeur de la masse corporelle. Donc, ce jeu de données, j'en ai pas trop parlé, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Le point d'exclamation is.na, c'est un jeu de données où il y a des données manquantes, évidemment. Et donc, du coup, on a besoin parfois de les filtrer pour mieux afficher ce qu'on veut vous faire passer. On reviendra dessus, notamment sur ggplot. Je pourrais mentionner. Ouais. On peut aussi ordonner les observations selon une variable. C'est la fonction qui s'appelle arrange. Donc, on veut ordonner les individus. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être pratique selon une condition. Donc là, on veut ordonner nos individus, nos observations, selon l'ordre croissant de la longueur du bec. Et donc là, du coup, vous utilisez la fonction arrange et vous mettez la variable longueur du bec dedans. Donc, par défaut, la fonction arrange va ordonner de façon croissante. Si vous voulez ordonner de façon décroissante, il faudra juste rajouter la fonction desc avant la variable. Et là, ça va vous ordonner les individus dans l'ordre décroissant. Si vous voulez avoir les observations uniques, d'un tableau de données, c'est la fonction qui s'appelle distinct. Donc ça, on reviendra sous d'autres formes. Donc vous avez votre colonne species qui a différentes observations. C'est une variable qui est qualitative et donc on veut afficher les modalités en fait, de cette variable qualitative. Donc, vous pouvez par exemple utiliser distinct de species. Et ça va vous afficher finalement les modalités de votre variable. Vous pouvez renommer vos colonnes. Par exemple, je veux renommer species, je veux l'appeler espèce, par exemple. Là, je n'ai pas mis d'accent, mais on aurait très bien pu mettre un accent.
Là, c'est le nom de la nouvelle variable que vous voulez donner, qui est égal à species, le nom de la variable correspondante dans le jeu de données. Alors, une fonction donc, qui est intéressante, en fait, quand on veut résumer une information statistique, c'est la fonction group by. On a une petite musique d'ambiance pour introduire le group by. Donc, si vous faites ça, cette ligne de commande, par exemple, penguin flow, pipe, group by species, regroupé par espèce, pipe head. Donc, si vous faites ça, vous n'avez pas l'air d'avoir une différence notable avec penguin flow, pipe head. Mais vous en avez une petite. Si vous regardez attentivement en fait la sortie, en dessous du résumé, donc c'est un typers, qu'il y a 6 lignes et 17 colonnes, vous avez une petite ligne avec un dièse, groupe, de points spécifiques. Donc là, on a l'impression quand même qu'il s'est passé quelque chose, même si ce n'est pas forcément très visuel. Et donc, si par exemple, à la suite du group by species, vous mettez pipe de count, donc count, ça permet de mettre le nombre d'observations, ben, ça va vous afficher ceci, c'est-à-dire que ça va vous afficher le nombre d'observations pour chaque espèce. Donc, si vous aviez mis penguin flow pipe de compte, vous avez mis le nombre total d'observations de votre jeu de données. Là, vous avez rajouté un group by species, c'est-à-dire qu'on prépare notre jeu de données, on lui dit qu'on veut regrouper par espèce, et donc la commande qui est après, la fonction qui est après, va s'afficher sur chacune des modalités de cette variable. On peut également mettre d'autres variables en fait dans le groupe, c'est-à-dire qu'on peut vouloir regrouper et par espèce et par île. Et donc là, vous rajoutez virgule island, et si vous faites un count, ça va vous calculer en fait le nombre d'observations par espèce et par type d'île. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand vous voulez résumer une information, c'est la fonction qui s'appelle summarize sous R, sur Tidyverse. Et par exemple, on veut calculer la longueur du bec pour chaque espèce. Eh bien, on va regrouper selon notre variable espèce, pipe, on va utiliser la fonction summarize et on va lui dire que la moyenne, c'est min, la fonction pour calculer une moyenne classique sous R, du nom de la variable, et puis on lui dit qu'il y a des données manquantes et de ne pas en tenir compte. Donc ça, c'est si on veut rajouter cette colonne-là, moyenne, qui va calculer pour chaque type d'espèce la longueur moyenne du bec. On aurait pu rajouter, par exemple, si on voulait calculer la médiane de la longueur du bec pour chacune des espèces, on aurait rajouté après ici, virgule, médiane, égale médiane de la même chose que vous avez à l'intérieur. Donc en fait, vous pouvez résumer votre information par espèce avec différentes infos statistiques, la moyenne, la médiane, le quantile, etc. Donc on verra, je pense, avec la partie PubR, vous avez des commandes qui permettent de faire ça de façon plus rapide en une ligne de commande qu'en quelques lignes de commande. Donc pour finir sur cette partie manipulation de données, vous avez toute une partie sur ce qu'on appelle les jointures de tableaux. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc vous avez un premier tableau que j'ai nommé A, donc qui est ici, qui est en violet. D'ailleurs, ça a bougé un peu les couleurs. Et puis vous avez un deuxième tableau que j'ai appelé B avec les informations suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une jointure à gauche? Donc, c'est la fonction left join sous R, diverse, pardon. Donc, jointure à gauche, c'est-à-dire qu'on va prendre en fait le tableau A, et puis, donc ça, ce tableau A, c'est le tableau qui est à gauche, et on va lui dire d'ajouter aux informations de ce tableau
qui est à gauche, les informations du tableau B, en spécifiant ce qu'on appelle observation. Donc ici, c'est par île et par sexe. Donc, si vous prenez en fait votre tableau A, donc là qui est en violet, vous le remettez ici, donc il est ici, et vous allez chercher donc, par île et sexe, ce qui correspond dans le tableau B. Donc là, vous voyez que sur ces informations, eh bien, vous avez Torgensen mâle. Vous allez aller chercher ici l'information à rajouter du tableau B. Donc là, vous avez une information supplémentaire sur la latitude. Donc, ça va vous rajouter la valeur de la latitude. Pour ici, vous n'avez pas d'infos. Donc, c'était marqué NA, données manquantes. Donc, vous mettez NA. Et puis, pour Visco Fémal, vous voyez que vous n'avez aucune information dans le tableau B. Donc là, ça va vous mettre NA en plus. Donc ça, c'est une jointure à gauche. Dans le même ordre d'idée, vous avez la jointure à droite. Donc là, cette fois-ci, on va se baser sur les informations du tableau qui est à droite, en fait, ici. Donc c'est notre tableau B, donc qui est ici en vert. Et puis, on va aller chercher les informations complémentaires dans le tableau A, à savoir ici l'espèce. Donc c'est la même chose, sauf que c'est le côté droit. Si vous voulez faire une jointure complète, là, vous allez conserver tous les individus par île et par sexe. Là, ça va vous mettre toutes les informations de tous les individus. Vous pouvez également vouloir faire une jointure interne. Donc là, cette fois-ci, on va prendre les individus par espèce et sexe. Donc c'est spécifié par bind égale join bind. Donc ici par île et par sexe. C'est comme ça qu'on voulait faire. Et on va prendre les individus qui sont communs au tableau A, donc ici, et qui sont communs au tableau B. Donc là, ici, si vous regardez, en fait, les tableaux, les individus communs par île et par sexe, c'est ceux-là. Donc vous en avez deux. Si vous voulez filtrer un ensemble de données selon que les lignes correspondent ou non dans un deuxième ensemble de données, donc c'est la fonction qu'on appelle semi_join. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on va prendre toujours les individus communs à A et B. Donc là, vous en avez deux, parce que c'est par île et par sexe. Mais cette fois-ci, on ne va pas rajouter les informations du tableau B. Voilà. C'est un peu la subtilité par rapport à la fonction qu'on a vue avant. Et puis, si vous voulez trouver les lignes de A qui ne correspondent pas aux lignes de B, c'est la fonction qui s'appelle anti-join. Donc là, vous en avez qu'une qui n'est pas commune à A et B. Donc ça, c'est sous dplyr, c'est tout ce qu'on appelle jointure de tableau qui peut être utile en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc là, je n'ai pas fait d'exemple là-dessus, mais vous pouvez, de la même manière qu'on peut faire sur R de Pâques, vous pouvez combiner des tableaux, sous-entendu que vous avez des mêmes noms de colonnes avec un nombre d'observations correspondantes. Donc vous pouvez lier des tableaux par ligne, par colonne, trouver toutes les lignes, soit dans table 1, soit dans table 2, en excluant les duplications, etc. Donc ça, il y a toute une partie combinaison des tableaux que vous pouvez retrouver dans dplyr. Donc dans les supports, en fait, à chaque fois, je vous ai mis le lien aide-mémoire où vous allez retrouver, donc c'est sur le site de POSIT, un aide-mémoire sur chacun des packages avec toutes les fonctions qui sont utilisées en fait dans dplyr, résumées de façon plutôt pas mal, et donc qui explique aussi la combinaison en fait des tableaux. Donc ça, c'est la partie dplyr, donc manipulation des données, de filtrage, de sélection, de création de nouvelles variables. Donc ça, c'est des fonctions assez utilisées en fait dans Tidyverse et qui sont très utiles lorsque vous voulez après faire un graphique.
avant de passer à la partie suivante, est-ce qu'on prend quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre? Écoute, je pensais pas que les pingouins étaient des exemples aussi pédagogiques, mais c'est très très clair. Et il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc je vous propose de continuer. Ah, s'il y en a une qui vient d'arriver. Oh là là. Quand il n'y a pas de non-réponse, quelles conditions pour body mass G affichées, les autres dans le case when, slide 33? Je crois que, en fait, il faut juste pas mettre point d'exclamation is.na et ça va le faire tout seul. J'essaie de revenir en arrière. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est là. Là, du coup, on enlève en fait, on garde juste ce qu'il y a entre parenthèses. Voilà. Masse, normal. Alors, la différence de fonction entre filter et select. Alors, filter, on va sélectionner des observations selon une condition. On va extraire une partie de notre jeu de données. Alors que select, on va prendre la variable en entier. En fait. On va sélectionner une variable en entier. Nulle part, vous enregistrez la sélection de filtres. Alors, non, ça, j'en parle pas pour l'enregistrement des sélections filtres dans une nouvelle base de données, mais c'est tout simple, en fait. Hein. Par exemple, si on se met là-dessus, on veut l'enregistrer dans un nouvel objet, vous mettez le nom de l'objet inférieur tiré et toutes ces conditions, et vous l'enregistrez dans un nouvel objet. Alors, il y avait une main levée aussi de Henri Jotrou. Je ne sais pas si c'était pour intervenir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Je pense que c'est des questions assez simples qu'on peut retrouver sur voilà, les chats, etc. Juste deux rapidement. GitHub, j'arrive pas à télécharger tout d'un bloc. Voilà, donc peut-être que ma question peut aider beaucoup de monde. Vous voyez, hein, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et la deuxième point, j'avais téléchargé Tidyverse il y a longtemps, enfin installé, et il me mettait point d'incompatibilité parce que j'avais déjà, si j'ai bien compris, et je n'avais pas cherché à résoudre le problème parce que ce n'était pas vital à ce moment-là, il mettait des incompatibilités de package. Voilà, il me disait, vous avez déjà ce package. Enfin, je vous dis ça de mémoire d'il y a 3 mois. Voilà, donc encore une fois, voilà, je vous laisse voir si c'est utile ou pas de répondre et je ne m'offusquerai pas si vous passez des questions. Merci beaucoup. Non, on peut répondre rapidement. Donc, la première question, si j'ai bien saisi, c'est par rapport au lien GitLab qui vous a été envoyé. Alors, à la fin du tuto, on pourra faire un petit essai. Normalement, vous atterrissez à une page, vous avez tout un tas de trucs, et en fait, il faut que vous défiliez toute la page, et tout au bas, vous avez tutoriel PDF. Donc, si vous cliquez dessus, en fait, normalement, vous pouvez le télécharger. Et juste en dessous, normalement, vous avez un point R, et vous cliquez dessus, et ça se télécharge. Donc, si jamais il y a un souci, on recorrigera. Et la deuxième question, oui, les conflits de package, c'est pour ça que je dis vaut mieux parfois tout désinstaller et réinstaller une nouvelle version de RStudio et la dernière version de Tidyverse parce que les conflits de package, c'est assez fréquent en fait, surtout sur les anciennes versions de R. Je vois une petite question sur Select et Pull. Alors, select, en fait, vous sélectionnez la variable en entier, c'est-à-dire le nom de la variable, et puis les observations. Donc, vous allez vraiment sélectionner la colonne, alors que pull, c'est juste
les valeurs en fait de cette variable. Vous n'aurez pas, vous enlevez en fait le nom de la variable. C'est vraiment un vecteur que vous obtenez. Alors ça, sur les formats, on va le voir, mais tout à l'heure. Oui, continuez d'avancer, je pense, parce que... Ouais, on n'a pas fait la moitié. Faut y aller. On va accélérer un petit peu. Alors, maintenant, on va passer au formatage des données. Le formatage des données, c'est le package tidyr. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle des données tidy, donc bien rangées? Donc, un concept qui a été introduit par Hadley Wickham. Il faut avoir toujours à l'esprit que quand vous voulez travailler avec tidyverse, il faut que chaque colonne représente une variable et chaque ligne une observation. Et que chaque type d'unité d'observation forme un tableau. Donc, exactement comme ceci. Si on veut avoir un petit exemple, ben là, par exemple, dans table 1, ce n'est pas un tableau qui est tidy, à l'inverse du deuxième tableau. Pourquoi? Parce que vous avez 2007-2008, en fait, c'est un peu c'est une année de la variable année. Donc ça, du coup, ça, c'est pas une variable, si vous voyez. Et donc là, à l'inverse, là, vous avez créé en fait une variable avec 2007-2008, 2007-2008, avec la longueur correspondante. Donc ça, on peut basculer de l'un à l'autre, il y a différentes commandes, mais ce qui est conseillé, notamment pour manipuler et pour faire des graphiques, de l'avoir dans ces formats. Une petite fonction intéressante dans ce paquet, c'est comment enlever les données manquantes. Donc les lignes manquantes, en fait, vous allez enlever l'intégralité de la ligne. Donc, par exemple, vous avez dans le sexe des manchots, vous avez des sexes qui sont inconnus en fait, dans votre jeu de données. Et donc on veut enlever toutes les lignes qui correspondent à ces données manquantes. Donc on va utiliser la fonction drop underscore NA de sexe. Donc, il y a deux fonctions qui sont très importantes dans ce package. C'est comment rassembler. Donc, la première, c'est comment rassembler des colonnes en ligne et comment, à l'inverse, rassembler les lignes en colonnes. Donc, pour rassembler les colonnes en ligne, c'est la fonction qui s'appelle pivot underscore longueur. Donc, par exemple, si vous voyez ce petit exemple, donc vous avez un tableau où vous avez les mesures de morphologie des manchots, longueur du bec, profondeur, longueur de la nageoire et masse corporelle. Eh bien, moi, je veux obtenir ce genre de tableau-là, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait beaucoup moins de colonnes, je les mette en ligne, c'est-à-dire que je veux créer une nouvelle variable, type de mesure, qui a été effectuée sur le manchot, avec donc est-ce que c'est la longueur de la nageoire, est-ce que c'est la profondeur, et puis quelle est la valeur correspondante. Donc, pour utiliser pivot underscore longueur, on va lui dire de prendre le jeu de données initial. On va lui dire sur où on veut faire le pivot, enfin les numéros de colonnes des variables qui correspondent. Donc là, pour les mesures que je vous ai montrées tout à l'heure, ça correspond aux colonnes 10 à 13. On va lui dire de créer en fait une nouvelle variable appelée mesure penguin type, où on aura est-ce que c'est longueur de la nageoire, la profondeur. La valeur, on va lui dire de l'enregistrer, donc ça c'est le nom où vous aurez la valeur correspondante. Et donc vous obtenez ce tableau final. Donc là, vous avez supprimer, si vous voulez, les colonnes, vous avez longueur du bec, profondeur, et là, vous avez rassemblé avec le type de mesure qui a été faite et la valeur qui est correspondante. Ça peut être utile notamment dans les graphiques, quand on veut représenter sur le même graphique plusieurs informations.
Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis, dans le sens inverse, si on veut rassembler les lignes en colonnes, donc là, à gauche, vous avez un petit exemple avec l'année où ça a été échantillonné, l'île et puis la masse. Eh bien, pivot wider, pourquoi on le fait? C'est parce que cette fois-ci, je veux obtenir la masse corporelle de chacune des îles pour les différentes années. Donc là, du coup, ça vous a créé, à la place de tout avoir dans Island, ça vous a créé une colonne pour chaque type d'île. Donc là, du coup, c'est plus un format tidy. Voilà. Ça peut être de la manipulation utile. Vraiment, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez afficher et ce que vous souhaitez modéliser. Une autre fonction intéressante qu'on reverra beaucoup plus tard, c'est la fonction nest. Qu'est-ce que ça fait nest? Eh bien, donc, par exemple, on veut regrouper par année. Donc là, muted, la fonction que je vous ai fait ici, s'appuie sur le package qui s'appelle lubridate, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Il permet de manipuler tout ce qui est date, temps, jour, voilà, dans un bon format, en tout cas un format tidyverse. Et donc, dans votre jeu de données Penguins WoW, vous aviez cette variable-là où vous aviez la date. Et donc, je veux extraire de la date juste l'année. Donc, j'ai créé une nouvelle variable qui s'appelle year, qui est l'extrait des années de cette variable. Et donc, je regroupe par année, 2007-2008, et je lui applique nest. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous créer en fait une liste, c'est-à-dire un sous-ensemble de jeux de données pour chacune des années. C'est-à-dire que ça vous a filtré votre jeu de données par année et ça vous a affiché dans le même title. Donc ça, on verra que c'est très utile en termes de modélisation. Et puis, deux petites fonctions que je vais pas vraiment expliciter. Donc, vous pouvez séparer une colonne en plusieurs colonnes à l'aide d'un séparateur. Donc, je vous ai mis un petit exemple ici. Et puis, vous pouvez regrouper également des colonnes en une seule. Donc, ça, c'est cette fonction-là. Ça peut être pratique en fonction, mais il y en a d'autres qui existent dans d'autres packages. Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à la visualisation, parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer en termes de visualisation. Donc là, je vais laisser la parole à Cécile. Donc pour réaliser des graphiques avec Tidyverse, donc c'est le package ggplot2, plus précisément. Là-dessus. Voilà. Alors, ça schématise un peu la façon dont ça fonctionne avec ggplot2 pour construire un graphique. Donc vous voyez, en fait, il s'agit d'une superposition de couches. Et alors, il y a 3 couches obligatoires pour construire un graphique. Alors d'abord, voilà, dans ggplot2, on précise le jeu de données que l'on souhaite utiliser. Ensuite, on précise dans ce jeu de données quelles sont les variables avec lesquelles on va tracer le graphique. Et puis, on précise quel type de graphique on souhaite. Est-ce que c'est un nuage de points? Est-ce que c'est un diagramme en bâton, etc. Donc ça, c'est vraiment le minimum syndical pour que ggplot2 produise le graphique. Et à côté de ça, on va pouvoir après égayer le graphique en ajoutant des couleurs, des formes, etc. Et puis, en ajoutant des informations comme le titre, la légende, etc. Voilà. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, déjà, on peut commencer à travailler sur les axes. Donc, pour ça, en fait, donc P, voilà, ça, c'est ce qui représente le graphique minimum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va rajouter une couche, donc, qui sera ici la couche thème. Et pour avoir accès aux axes, eh bien, en fait, on peut utiliser ici l'argument axis.line. Donc là, on travaillera, ce qu'on passera ici en argument, eh bien, ce sera appliqué sur l'axe des X comme sur l'axe des Y, où on peut aussi finalement vouloir appliquer un format différent selon l'axe.
Donc voilà, on pourra après spécifier si c'est sur X, si c'est sur Y. Et ça, en fait, il s'agit d'une ligne. Et donc là, on va utiliser la fonction elementLine. Et puis là, à l'intérieur, on passera les arguments que l'on souhaite. Donc voici une illustration. Donc c'est ce que je vous expliquais ici. Donc j'ai ggplot. Donc je lui donne le jeu de données, je lui spécifie quelle valeur je souhaite afficher et je lui donne le type de graphique que je souhaite tracer. Et puis, j'applique ma couche thème. Et donc là, typiquement, j'ai demandé à ce qu'il m'applique sur l'axe des X et sur l'axe des Y une flèche. Et je peux choisir aussi l'épaisseur de cette flèche. Donc ici, j'ai mis size égale 2. Donc c'est vraiment un exemple. Il y a plein d'autres paramètres à passer. Après, si vous voulez aller voir sur Internet, vous trouverez plein d'autres illustrations, d'autres informations, etc. Voilà. Donc, je peux aussi vouloir travailler cette fois sur les graduations. Donc là, c'est toujours pareil, mon graphique de base, et je rajoute la couche thème. Et alors, pour avoir accès aux graduations, j'utilise AxisTix ou AxisTix Length pour la longueur. Donc, pareil, c'est une ligne, c'est un tracé de ligne. Donc, j'appelle la fonction elementLine, ou alors je précise l'unité de la longueur. Et comme précédemment, je peux appliquer la même chose aux deux axes, ou alors je peux spécifier des choses différentes pour chacun des axes. Donc, voilà un autre exemple. Donc, ça, j'ai repris, c'est la même base. Et vous voyez ici, ce que j'ai demandé, c'est que la longueur ici de mes tics, de mes graduations en fait, ce soit 1/2 centimètre. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une épaisseur de 2 et j'ai même choisi la couleur. Donc ici, j'ai choisi de les afficher en rouge. Est-ce que c'est passé? Voilà. Alors, il y a plein d'autres possibilités ici pour cette fois travailler sur le libellé des graduations. Donc cette fois, je fais appel à axis.text. Donc c'est du texte. Donc là, j'appelle la fonction element_text. Donc toujours la même chose. J'applique sur les deux axes de la même façon, soit je différencie. Et donc là, pareil, je rajoute ma couche. Et là, alors j'ai demandé plein de choses. Donc j'ai choisi par exemple la police de caractère. J'ai demandé à ce que ça figure en gras, en italique, en rouge. J'ai spécifié la taille aussi du caractère et j'ai demandé à ce que ce soit mis en diagonale. Il y a plein d'autres possibilités. Donc, vraiment, on peut customiser à souhait. Voilà. Et après, voilà, je peux aussi vouloir ne pas afficher de graduation, pas de libellé pour les graduations. Dans ce cas-là, en fait, ce que je rajoute ici, c'est je mets element blank. Et là, vous voyez, en fait, il va tout supprimer. Donc là, j'ai décidé de supprimer et les libellés et les graduations. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour ce qui concerne maintenant, donc on travaille toujours sur les axes. On peut aussi travailler sur les titres des axes. Donc, pour ça, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on utilise XLab et YLab. Voilà, donc ça peut les intitulés parlent d'eux-mêmes. Ou alors, je peux utiliser la fonction labs. Et dans ce cas-là, à l'intérieur, je spécifie donc l'intitulé de mon X et l'intitulé de mon axe Y. Donc, ici, l'exemple, c'est donc X, j'ai pris la longueur de la nageoire. Voilà, et puis en Y, j'ai pris la masse corporelle. Voilà. Alors, il faut savoir que par défaut, en fait, si je ne spécifie pas ça, on retrouve le nom des variables. Donc là, j'ai francisé, mais sinon, ici, en fait, c'est flipper length et body mass qui serait, d'ailleurs, c'est l'inverse, qui sera apparu. Voilà. Alors, tout comme pour les libellés des axes, des graduations elles-mêmes, etc., je peux décider de tout supprimer. Voilà, donc là, j'utilise comme précédemment element blanks, mais je peux aussi vouloir les formater différemment. Donc là, par exemple, ici, sur l'axe des X,
Donc, j'ai décidé de mettre ça en bleu. Donc, j'ai modifié la taille. J'ai mis ça en caractère gras, etc. Et ici, sur l'axe des Y, donc j'ai choisi de mettre ça en rouge. Et par contre, c'est la même taille et c'est en gras. Et au passage, vous voyez qu'en fait, le codage des couleurs, peut-être, voilà, il peut être compris de différentes façons. Soit d'une façon très humaine, je lui mets la couleur qui m'intéresse, ou alors je peux aussi utiliser le code hexadécimal, ce qui est tout de suite moins intuitif. Voilà. Alors, on peut aussi vouloir modifier les axes avec ce qu'on appelle donc la fonction scale. Alors, selon que la variable est discrète ou continue, eh bien, on adaptera. Donc, un exemple ici, donc là, je suis sur une échelle discrète puisqu'il s'agit en fait des espèces de manchots. Voilà. Donc, je précise ici le titre de mon axe. Donc ici, ça ne se voit pas très bien, mais en fait, il s'agit du titre de l'axe qui est Species. Voilà, j'ai décidé de le positionner en haut du graphique. J'ai aussi choisi, en fait, donc, comme vous avez pu le voir précédemment avec Amandine, en réalité, 3 espèces de manchots sont disponibles dans le jeu de données. Moi, en réalité, j'ai décidé de n'en représenter que 2. Donc, je peux aussi, voilà une façon de filtrer voilà, les données. Et j'ai simplifié le nommage des espèces en mettant Shinstrap et Gentoo. Voilà, donc c'est ce qui apparaît ici et ici. Donc, vraiment, on peut customiser à souhait. Donc ça, c'était pour une variable discrète. Et alors, si j'ai une variable continue, donc ici, effectivement, on précisera que c'est une variable continue. Voilà. Et donc, pareil, je peux renommer le titre, le libellé de l'axe. Je peux choisir ici, donc pour l'axe des X, de n'afficher qu'un set de données, enfin un intervalle de données. Donc là, j'ai dit, eh ben, tu me prendras la longueur des nageoires qui se trouve entre 170 et 250 mm. Voilà. Et alors, le petit bénéfice d'utiliser Scale Y Continuous, par exemple, c'est qu'on peut aussi convertir, en fait, on peut transformer les valeurs donc de façon automatique. Et donc ici, en fait, j'ai le log 10 de la masse corporelle. Voilà. Et je peux aussi, voilà, j'ai aussi la possibilité d'afficher ça de façon en nombre scientifique. Voilà. Alors ici, oui, donc là j'ai juste créé un nuage de points et en fait, regardez bien, hop, voilà, voilà. Et bien en fait, j'ai plein de possibilités pour customiser mon graphique. Donc il était vraiment l'information était vraiment très basique précédemment. Et bien regardez ici, j'ai carrément rajouté, donc grâce au tag, le numéro de la figure. Donc on retrouve ici avec le title, donc j'ai pu mettre le titre de la figure avec le subtitle, j'ai même rajouté un sous-titre. Et ce que l'on a aussi, c'est caption. Donc ici, en fait, ça permet de mettre une petite référence pour la figure. Voilà. Et autre chose d'intéressant, donc on est toujours dans Labs, je ne l'ai pas précisé, on peut aussi, si par exemple il y a un problème d'affichage de la figure, et ben, au lieu d'avoir un beau carré blanc, on peut aussi avoir un texte alternatif qui dira, ben voilà, là normalement à cet endroit, il y a une figure qui représente ce nuage de points, etc. Donc ça, tout ça, c'est possible grâce à la fonction Labs. On peut déjà produire vraiment des petites figures sympathiques. Voilà. Et on peut rajouter aussi des notations scientifiques. Donc ici, typiquement, il y a un coefficient de corrélation qui a été calculé. Voilà, je passe les détails. Hein. Et grâce à Labs, en fait, et à Béquot ou alors expression, je peux comme ça inclure une expression mathématique, voilà, avec sa valeur qui a été calculée précédemment. Bon, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Voilà. Alors, donc là, on a vraiment travaillé sur les axes. Maintenant, on va travailler sur le graphique en lui-même. Donc, par exemple, comment je peux customiser mes points dans un nuage de points.
Et pour ça, il y a différentes possibilités. Donc, la première, c'est esthétique. Donc, vous vous souvenez, quand on a ggplot, on a le jeu de données, on a les esthétiques où on précise le nom des variables sur lesquelles on va faire le graphique. Et bien, en fait, voilà, c'est cette fonction-là. Et dans cette fonction-là, je peux ajouter un argument color, par exemple, si je travaille sur des traits ou sur des points. Et je peux utiliser l'argument fill si cette fois je veux colorier des surfaces. Voilà. Donc je peux le faire aussi. Donc soit je modifie les couleurs de mon graphique avec donc cette fonction esthétique. Je peux le faire aussi avec scale. Alors le scale, en fait, selon le package qu'on utilise, eh bien, la syntaxe est un peu différente. Donc je vous ai mis ici quelques exemples. Donc là, par exemple, c'est comment on utilise la palette Viridis. Donc, les palettes de couleurs, moi, je vais passer rapidement. Donc là, par exemple, eh ben, je fais mon graphique et puis je rajoute ma couche, donc scale. Donc là, avec esthétique, je remplace par color ou par fill. Et donc là, selon que je colorie des points ou des surfaces, par exemple, donc j'utilise la palette Viridis. Et puis là, je mettrai un D entre parenthèses, enfin un D parenthèse ou un C parenthèse, s'il s'agit de variables discrètes ou continues, etc. Donc c'est une syntaxe que je mets comme ça, et voilà. Je vais passer, hein, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fonction du package, les syntaxes peuvent être différentes. Et alors, je parle de palette, mais je ne vous ai pas expliqué ce qu'est une palette de couleurs. Donc, on va y venir. Voilà, et puis je peux aussi choisir. Ça peut être intéressant pour des publications. Quand on ne met pas de couleurs, on privilégiera, par exemple, cette façon de colorier les graphiques. Et alors derrière, c'est intéressant de choisir donc le thème underscore classique, c'est comment mon graphique sera, quel est le fond de mon graphique. Donc là, typiquement, ce sera un fond blanc. Si je prends pas si le thème de base, en fait, c'est un fond gris avec des lignes. Donc à voir aussi, voilà, il y a des choses à travailler pour que voilà, ça ressorte bien. Voilà, et donc les palettes de couleurs, oups, je suis allée un peu vite. Donc je vous ai mis ici des liens. Donc oui, voilà, en fonction de une palette de couleurs, par exemple, c'est par exemple, je prends pour les corrélations, donc on a des corrélations qui vont de -1 à 1. Et donc, quand il n'y a pas de corrélation, c'est 0. Et ben, par exemple, une palette de couleurs qui est adaptée, c'est des couleurs qui vont de bleu à rouge. Et au milieu, c'est blanc. Et ben, typiquement, voilà, ça, c'est une palette de couleurs qui est créée de façon automatique. Et je peux me baser là-dessus pour créer mes graphiques. Ben, je vais illustrer tout ça, ce sera plus facile. Donc ça, c'est des liens, voilà, qui vous permettent de voir quelles sont les différentes palettes de couleurs. Vous pouvez même créer votre propre palette, etc. Voilà, donc à voir. Alors, maintenant, voilà, c'est un petit peu peut-être abstrait. On va regarder tout ça avec des applications, ça parlera beaucoup plus. Donc, typiquement, voilà, ça, j'ai ce graphique-là, je l'ai obtenu comment ? Et bien voilà, je prends mon ggplot, donc je lui ai donné mon jeu de données. Au passage, voilà, c'est ce que disait Amandine tout à l'heure. Donc dans le sexe des manchots GDNA, donc j'ai décidé de les enlever pour qu'ils ne soient pas représentés ici. Et donc je lui ai dit, donc en X, tu me prends la longueur de la nageoire, en Y, tu me prends la masse corporelle. Et puis, donc, j'ai décidé de tracer un nuage de points, donc j'ai pris la fonction g en point. Et à l'intérieur, je lui ai dit, bah, tu me mets mes points en bleu. Et donc, vous voyez ici, tous les points apparaissent en bleu. Maintenant, ça peut être intéressant, par exemple, de distinguer mâle et femelle. Et bien, ça, c'est tout à fait possible. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que dans les esthétiques, ici, où j'ai précisé qui étaient mes variables X et Y, je lui dis, tu me colories mes points en fonction du sexe. Et vous voyez ici, j'ai deux couleurs qui appartiennent selon le sexe. Alors ça, c'est fait de façon très automatique, mais je peux vraiment customiser à souhait. Par exemple, donc là, vous voyez, je me suis basée sur une palette, une palette produite, utilisée par défaut. Alors après, je peux lui dire, en fait, j'aimerais bien que tu me changes les couleurs et que tu me mettes plutôt du vert et du orange. Donc, dans ce cas-là, en fait,
j'utilise Scale Color Manual parce que je décide moi-même. Donc, je le fais toujours en fonction du sexe et je lui indique mes 2 couleurs. Et en fait, là, il attribue les couleurs voilà, comme les valeurs du sexe viennent. Mais je peux aussi vouloir lui dire, non, je veux que tu m'appliques un type de couleur et je veux choisir la couleur pour les femelles et la couleur pour les mâles. Et bien, toujours, avec Scale Color Manual, je lui précise quelles sont les valeurs de la variable sexe. Donc, j'ai female et male. Et je lui dis, pour les femelles, tu m'appliqueras la couleur rose et pour les mâles, tu m'appliqueras la couleur bleue. Donc, après, je peux vraiment décider de ce que je veux, de comment je veux que mon graphique apparaisse. Alors, ben voilà, typiquement, là, on est dans l'utilisation d'une palette. Donc, c'est toujours, donc le premier exemple où j'ai inclus le sexe, c'était vraiment une palette qui était utilisée par défaut. Là, je peux lui dire, non, je veux que tu utilises les couleurs de la palette Dark 2 qui vient du package RC Color Brewer. Voilà, Air Color, Brewer, voilà. Voilà, et puis ça, c'est ce que je vous disais aussi. Parfois, les journaux nous demandent à ce que ce soit un dégradé de gris. Et donc là, j'ai utilisé donc, le Scale Color Gris. Et vous voyez, donc ça, c'est le thème qui existe par défaut. Donc, c'est du gris avec des lignes. Et donc là, pour que ça contraste mieux, j'ai pris un thème classique où là, le fond est blanc. Voilà. Alors, maintenant, on peut regarder un autre type de graphique. Donc là, je suis dans les box plots. Donc, pour tracer ça, donc, je précise donc, mon jeu de données. Donc, en X, je mets les espèces. En Y, donc, j'ai la distribution de la masse corporelle. Et alors là, donc, pour tracer des box plots, j'appelle la fonction geom_boxplot et je lui demande de me remplir les boîtes en gris et de contourer, de mettre les traits voilà, en rouge. Voilà. Après, je peux lui dire, comme précédemment, de le faire en fonction des espèces. Donc, cette fois ici, dans les esthétiques, comme c'est des surfaces et non plus des points ou des traits, donc là, j'utilise plus color, mais j'utilise fill. Je lui dis, tu me colories en fonction des espèces. Voilà, donc il m'a bien colorié en fonction des espèces et je lui dis toujours de mettre mes contours en rouge. Là, je suis d'un côté, non, c'est bon. Alors, là encore, je peux décider, moi, de choisir les couleurs. Donc, voilà, donc là, ce ne sera plus scale, enfin, c'est scale fill puisque je colorie une surface, donc manual parce que je décide moi-même. Donc, j'ai décidé de choisir ces 3 couleurs-là. Alors là, c'est pareil, c'est appliqué en fonction de l'ordre d'apparition des espèces. Maintenant, je peux vouloir attribuer une couleur à une espèce de façon bien précise. Donc, cette fois-ci, dans Scale Fill Manual, les breaks, donc je lui indique les 3 espèces et je lui dis, l'espèce Adélie, tu me la mets en rouge, les Chinstrap en bleu et les Jantou, tu me les mets en vert. Et j'ai toujours, voilà, mon tour en rouge. Voilà, voilà. Alors là, on a travaillé sur la couleur. On peut aussi vouloir travailler sur les formes. Donc, vous voyez ici, ou plus ou moins bien, il y a différentes formes pour les points. Et à chaque forme correspond un nombre. Et c'est comme ça, en fait, que je vais coder. Donc, pour modifier la forme des points, pareil, j'ai 2 possibilités. Soit je le fais dans les esthétiques et cette fois, je n'utilise plus color, fill ou fill, mais j'utilise shape. Ou alors, dans Geom Point, j'utilise aussi l'argument shape. Voilà. Et puis, j'ai toujours aussi la possibilité de le faire avec scale shape. Voilà, je peux donner les formes pour moi, que j'ai choisies. Je peux le faire en fonction d'une variable quantitative, en fonction d'une variable discrète, etc. Donc, on va voir tout ça en illustration. C'est plus parlant. Donc, typiquement ici, j'ai toujours mon graphique donc avec la longueur de la nageoire en fonction de la masse corporelle et j'ai décidé cette fois de représenter les points en choisissant la forme 18. Ça doit correspondre à des losanges de mémoire. Voilà.
Ensuite, je peux vouloir, donc là, tous les points ont la même forme. Maintenant, je lui dis, je veux que tu me mettes la forme en fonction de l'espèce. Je veux pouvoir distinguer ça au niveau de mon graphique. Et bien, en fait, dans la fonction esthétique, je vais rajouter un argument shape, je précise, et donc je trace mon nuage de points, et je peux customiser. Donc, je peux par exemple vouloir que les formes ne soient pas remplies. Donc, dans ce cas-là, c'est des ronds vides par exemple. Donc, dans ce cas-là, je mets solide égale false. Et petit truc, oui, je modifie aussi le nom de la légende accessoirement. Ça, on le reverra aussi plus tard. Voilà. En termes de forme, ben, comme précédemment, en fait, je peux vouloir attribuer de façon arbitraire une forme à une espèce. Donc, dans ce cas-là, j'utilise Scale Shape Manual. Je précise les espèces auxquelles j'attribue une forme. Voilà. Et alors après, je peux faire un mix de la couleur, de la taille, de la forme. Ça donne ce genre de graphique. Là, on peut commencer à s'amuser. Effectivement, je lui dis, tu me traces l'espèce en fonction de la forme. Donc, j'ai des triangles, j'ai des carrés. Tu me traces aussi en fonction, bon, après, on peut changer la variable, hein, la couleur aussi et la taille. Donc, vous voyez que pour une espèce, la taille est plus petite et puis pour une autre, voilà, la taille est plus grande. Voilà. Il y a moyen de faire des choses assez détaillées. Voilà, donc là, je vous avais montré comment on peut adapter les formes en fonction d'une variable discrète, comme les espèces ou le sexe. Et ben, on peut le faire aussi en fonction d'une variable quantitative, où là, en fait, je lui précise que les formes, eh ben, elles vont dépendre de la masse corporelle. Et donc, il va me faire des intervalles. Et puis, je lui dis, scale shape bin. Et puis, voilà. Donc, je sais que en fonction de la légende, je sais comme ça situer en fonction de la masse corporelle. Après, ça a plus ou moins de sens, mais c'est juste pour illustrer. Voilà. Et donc, on peut aussi modifier la taille des points. Une autre façon de faire, donc par exemple ici j'ai décidé de modifier en fonction du sexe. Donc dans les esthétiques je précise que size ça va dépendre du sexe. Voilà, et puis si c'est une variable plutôt quantitative, voilà ici comme la masse corporelle, et ben en fait ici je vais plutôt travailler en termes de size, scale size area, et donc voilà, en fonction de la masse corporelle, les points seront plus ou moins grands. Voilà, et je peux aussi travailler sur la transparence. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait mettre en solide true false, donc est-ce que je remplis ou pas ma forme? Là, je peux carrément mettre un gradient. Donc ça, c'est l'argument alpha, donc c'est une valeur qui va de 0 à 1. Voilà. Et donc ici, typiquement, j'ai décidé en fait que la transparence dépendrait de la longueur de la nageoire. Voilà. Et la taille va dépendre aussi de la masse corporelle. Voilà. Après, on peut faire plein de combinaisons. Voilà, donc pour résumer, ce qui est important à comprendre dans tout ça, c'est que on peut contrôler les esthétiques, donc c'est la forme, la couleur, etc. À l'intérieur de la fonction esthétique, voilà, ou en dehors, comme on l'a vu dans le géant point par exemple. Donc, si j'applique la même chose à tous mes points, voilà, je le mets dans esthétique. Non, alors justement, alors je m'en mêle. Appliquer à l'intérieur, placer l'argument. Voilà, je le mets pas dans esthétique justement. Par contre, si je veux que mes points, ce qu'on avait vu par exemple, size qui dépend du sexe, si je veux que la taille de mes points dépend par exemple du genre, et ben dans ce cas-là, en fait, je vais mettre la variable dans esthétique et je mettrai color, shape, size, etc. Et je le mettrai dans esthétique. Et dans ce cas-là, ça me permet de moduler comme ça la forme, etc.
Et le esthétique, donc on l'a vu, soit il est dans le ggplot, soit je le mets à l'intérieur de mon Geom. Et voilà. Donc soit effectivement, si je le mets dans le ggplot, là il s'applique vraiment à l'ensemble du graphique. Après, je peux vouloir tracer des points, des courbes, etc. Si je le mets à l'intérieur, par exemple, de Geom point, il ne sera appliqué que pour mes points. Et si derrière, je trace une courbe, eh ben, ce ne sera pas appliqué. Je ne sais pas si j'étais claire là-dessus. Voilà, mais en tout cas, voilà, en fonction de vos arguments, si vous les mettez dans esthétique ou pas, et que votre esthétique, vous le placez dans le ggplot ou dans le Geom, eh ben, l'effet ne sera pas pareil. Vous aurez soit un effet global, soit un effet propre au graphique que vous tracez, et puis soit vous pourrez faire varier, soit ce sera fixe, ce sera la même chose appliquée à tous les points. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Là, je prends donc mon jeu de données. Oui, ah bah voilà. Typiquement, alors ici, donc, j'ai décidé d'appliquer la couleur en fonction de l'île. Et donc j'ai des points et des lignes, et j'ai des lignes qui sont en fonction du genre. Voilà. Et donc ici, vous voyez la différence. Selon que je mets, voilà, que je le mets voilà, dans l'esthétique en global, ou alors dans l'esthétique, mais appliquée à un aspect, à une couche de mon graphique. Voilà. Donc là, typiquement, couleur et le type de ligne, c'est appliqué donc pour mes deux graphiques, pour mon graphique point, pour mon graphique ligne. Alors que vous voyez ici, maintenant, les esthétiques couleurs, je les ai mis pour mes points, donc je n'ai que mes points colorés. Et l'esthétique type de ligne en fonction du sexe, et ben en fait, voilà, je ne l'ai que pour les lignes et non plus pour tout. Voilà, donc là, les lignes ne sont pas colorées, seulement les points. Et là, par contre, tout est coloré. Je ne sais pas si... Voilà. Et puis, oui, ce que je vous ai mis ici, c'est un lien qui récapitule tous les géomes. Donc là, je vous ai montré géome point, géome line, géome boxplot, il y en a d'autres. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi aller voir du côté de Esquisse, en fait, pour construire des graphiques. Donc, soit vous chargez la librairie Esquisse et ça vous ouvre une fenêtre, soit vous lui dites carrément, et après, il faut charger votre jeu de données et travailler dessus, soit vous lui dites, je veux que tu m'utilises Esquisse avec le jeu de données Penguins Row. Donc, il va directement ouvrir la fenêtre et le jeu de données sera déjà chargé. Il n'y aura plus qu'à faire votre graphique. De façon interactive. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, alors, la légende, pareil, on peut travailler dessus. Donc, on peut utiliser, donc, pareil, la couche thème pour choisir la position de la légende. On peut aussi travailler sur son orientation. Donc là, j'ai décidé de l'inclure dans le graphique de façon horizontale. Donc là, je l'ai sortie. Voilà, alors ça donne des choses pas très lisibles à force. Hein. Donc j'ai mon titre, voilà, donc j'ai avec le Legend Title, et voilà, je peux le customiser. Le Legend Text, donc là j'ai décidé de tout mettre en rouge, par exemple. Je peux carrément modifier le fond aussi de la légende avec le Legend Background. Et je peux modifier aussi voilà, ici, en fait, vous voyez ici pour la légende, j'ai des petits slots de couleurs là. Et en fait, ça, je peux modifier la taille de ça avec les jumpy size et width, etc. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Ouais. Voilà, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai décidé aussi de supprimer. Voilà, j'ai jugé que le titre n'était pas nécessaire. Donc, j'ai supprimé le titre. Et là, si je mets Legend Position Known, en fait, c'est pareil, il me supprime carrément la légende, en fait.
Voilà. Alors, les thèmes, ça, je vous en ai déjà un peu parlé. C'est en gros comment on peut dire, c'est oui, c'est le fond, c'est vraiment le graphisme général de mon graphe. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a tout plein. Il y en a dans ggplot2. Vous pouvez en avoir d'autres donc avec le package ggtheme. Après, quand vous tracez des graphiques, vous pouvez, plusieurs graphiques à la suite, vous pouvez dire, ben voilà, je veux que pour mes graphiques, tu m'appliques un thème particulier, par exemple le thème grey. Et ben en fait, je fais thème 7 et à l'intérieur, je mets thème grey et donc il m'utilisera ce thème-là pour tous les graphiques. Ça peut être pratique. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai mis? Oui, ça peut être intéressant. C'est voilà, une figure qui reprend un peu tous les éléments sur lesquels on peut intervenir. Donc, voilà, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le XTX, etc. Voilà. Oui, alors ça peut être intéressant. Voilà, vous pouvez aussi créer. Voilà, il y a un thème que vous aimez bien, mais il y a quelques éléments que vous aimeriez bien modifier. Et ben en fait, vous pouvez le faire ici, par exemple. Voilà, j'ai mon thème classique, mais j'aimerais bien le modifier un petit peu. Et ben en fait, je me crée mon nouveau thème avec cette commande-là. Donc je pars du thème classique et puis je lui dis, et ben tu m'appliques. Je modifie par exemple la taille de la police de caractère, par exemple, et ben dedans, en fait, je lui mets le paramètre qui va me permettre de le modifier. En fait, il y a deux façons de faire ça. Et pour voir voilà, le contenu d'un thème, voilà, on peut taper cette commande. Voilà. Alors après, quand on fait plusieurs graphiques, on peut, voilà, il y a différentes façons en fait d'agencer les graphiques. On peut utiliser le facet grid et le facet ripe. Alors, la différence, donc ici, je fais mes graphiques. Voilà, donc je lui dis donc en ligne, tu me mets les espèces. Donc, je fais des diagrammes en point, enfin, voilà. Et en colonne, tu me mets les îles. Donc, je croise tout ça. Voilà. Et donc, j'utilise Facet Grid pour agencer ces données. Et vous voyez, en fait, avec Facet Grid, en fait, même quand il n'y a pas de données, eh ben, il va quand même me tracer la case. Alors que si j'utilise Facet Write, donc c'est le même graphique, ben en fait, il va supprimer en fait toutes les cases pour lesquelles il n'y a pas de données. Voilà. Et donc ensuite, on en arrive, voilà, une fois qu'on a fait nos graphiques, on en arrive à la sauvegarde. Donc là encore, il y a plusieurs possibilités. Donc je trace un graphique, voilà, et bien en fait, je l'encapsule. Donc, je lui précise ici, par exemple, le format du graphique que je veux sortir. Donc là, ce sera un PNG. Je lui donne son nom, je lui donne la taille, etc., sa résolution. Je trace mon graphique. Et ensuite, donc ça, je n'oublie pas de fermer en quelque sorte la fenêtre graphique. Voilà, je peux faire comme ça. Je peux aussi très bien tracer mon graphique. Et ensuite, j'appelle la fonction ggsave. Et donc, il va le dernier graphique qui a été tracé, il va me le mettre dans ce chemin-là, sous ce nom-là, avec cette résolution-là, etc. Donc ça, c'est pour un graphique qui est en cours de réalisation. Je peux aussi stocker en fait les graphiques dans des objets. Donc là, j'ai tracé un boxplot, je le mets dans P1. Je trace un deuxième boxplot, voilà, je le mets dans P2. Et donc, soit effectivement, je stocke, enfin, j'enregistre le graphique qui a été tracé, donc comme précédemment, ggsave, et cette fois ici, je mets plot égale P1, je mets le nom de l'objet. Ou alors, je peux par exemple ici le mettre dans un autre type de format, donc je le mets dans plot PDF, je mets le nom du fichier, je lui mets les graphiques que je souhaite mettre, et ensuite je ferme la fenêtre graphique. Voilà.
Et ça, en fait, c'est tous les formats possibles dans lesquels je peux enregistrer mes graphiques. Donc, voilà, et je pense que ça s'arrête là pour moi. Et voilà, et comme Amandine a fait, en fait, vous voyez ici, il y a une petite fiche de mémoire qui reprend un peu tout cela. Vous avez le lien dans le titre. Si vous cliquez dans la mémoire, vous avez le... Donc, je suis passée rapidement. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre. Si vous avez des questions, je peux peut-être en prendre quelques-unes. On a répondu à certaines Voilà, questions. en fait, c'est ça. Il y avait une question d'Olivier sur les feuilles de style, mais avec tes dernières diapos là, sur le thème 7, tu as répondu. Donc, il y a une dernière question qui est arrivée. La résolution des graphiques, que conseillez-vous en fonction de l'utilisation? Moi, par défaut, j'utilise 300 dpi. C'est vraiment la bonne définition. C'est voilà. T'es muté, Benoît. Je ne sais pas si tu veux parler, mais en tout cas, ton micro est coupé. Ah, eh ben, effectivement, c'est mieux avec le micro ouvert. Donc voilà, je vous disais juste qu'il nous restait une petite demi-heure. Donc je vous invite à poursuivre. En tout cas, merci Cécile, parce qu'on a vu l'ensemble des possibilités de ggplot. Ouais, moi je vais survoler un petit peu les autres parties, juste pour vous donner un petit aperçu en fait des autres packages, mais ça semblait important de bien développer la partie graphique. Donc tout à l'heure on a vu les fonctions basiques en fait avec dplyr pour manipuler, mais vous avez deux autres packages qui permettent pour l'un de manipuler les chaînes de caractères et l'autre pour manipuler les facteurs. Donc je vais passer très très rapidement là-dessus. Donc dans le jeu donné, vous avez des colonnes, notamment sur les commentaires, qui contiennent du texte libre, des chaînes de caractères. Et donc en fait, parfois, on cherche à vouloir extraire en fait des patterns de ces chaînes de caractères. Donc string R, ça s'appuie sur les expressions régulières. Donc on ne va pas voir maintenant, mais je vous ai mis un petit lien en fait d'un aide-mémoire. Donc en fait, c'est quand on cherche à détecter un pattern au sein d'une chaîne de caractères qui va répondre à un certain nombre de critères et de règles. Donc par exemple, on cherche des mots qui sont tout en majuscules au milieu d'une phrase. Donc là, on n'a pas le temps de se plonger dedans, mais ça peut être assez puissant. Donc je vous ai mis, vous reviendrez dessus à tête reposée, comment obtenir en fait la longueur d'une chaîne de caractères via cette fonction. Vous pouvez également compléter en fait cette chaîne de caractères. Donc on avait une chaîne de caractères là qui était sur commentaire. Non, je crois que je ne l'ai pas mis. Enfin, vous avez une chaîne de caractères et puis vous voulez la tronquer, c'est-à-dire la compléter jusqu'à une certaine longueur où vous allez rajouter en fait des petits tirets ici. De la même manière, vous pouvez la tronquer et puis rajouter des choses. Donc ça, c'est des petites fonctions basiques. Vous pouvez concaténer, donc l'équivalent du pass, pour ceux qui connaissent R, c'est str_c, donc pour concaténer deux chaînes de caractères. Je passe vite, vous pouvez jouer sur la casse, mettre tout en majuscule, tout en minuscule, ou la première lettre en majuscule. Vous pouvez la découper aussi, donc en fonction d'un certain délimitateur. Donc là, je vous ai mis un petit exemple pour splitter pomme et poire et pomme et prune en fonction de et. Donc à chaque fois, vous allez obtenir poire avec un espace, pomme et prune. Et vous pouvez choisir le nombre de groupes que vous souhaitez. On peut extraire des sous-chaînes par position. Donc, vraiment en indiquant la position du premier caractère et du dernier caractère. Donc, ça va vous extraire une partie de la chaîne de caractères. On peut vouloir essayer de détecter des motifs.
Donc, par exemple, on cherche tout dans les commentaires, dans notre colonne commentaires, tous les commentaires qui contiennent le mot blood. Donc ça, avec la fonction str, vous mettez votre variable, virgule blood, qui va vous permettre de détecter est-ce que, à cette observation, vous avez la valeur blood ou pas. Donc ça vous renvoie, en fait, si c'est vrai ou si c'est faux. Avec str-count, vous pouvez compter l'occurrence d'un motif, qui peut être un mot, donc le nombre d'occurrences, par exemple, du mot blood dans chacun des caractères. Donc ça, c'est des petites fonctions assez pratiques. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez détecter ces motifs, donc utiliser cette fonction-là via les expressions régulières. On peut vouloir conserver que les éléments qui contiennent un motif. Donc ça, c'est la fonction string subset, str subset. Remplacer des motifs. Donc par exemple, dans la variable spécif, donc qui était une chaîne de caractères à la base, vous voulez remplacer. Donc c'était codé soit femelle, soit mâle, tout en majuscule, et vous avez envie de le remplacer par tout en minuscule, par exemple, vous pouvez utiliser str replace. Ou si vous voulez faire plusieurs remplacements dans la même fonction. Pour extraire, donc soit vous utilisez une chaîne de caractères via str extract, ou alors le mieux, c'est de maîtriser un petit peu tout ce qui est expression régulière pour retirer une sous-chaîne de caractères. Là, je suis désolée, je passe assez vite. Vous pouvez également extraire du premier mot trouvé dans une chaîne, donc ça c'est str match. Donc je vous laisserai un petit peu regarder, mais vous pouvez faire des choses assez sympathiques, mais toujours pareil, il faut se plonger un petit peu dans tout ce qui est expression régulière. Et puis, une petite fonction qui peut être sympathique, c'est, par exemple, vous avez dans les espèces, vous aviez tout ça, en fait, comme chaîne de caractères, et vous voulez extraire, par exemple, juste le mot Adélie pour simplifier. Et ça, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle word. String, c'est l'espèce. Et virgule 1, c'est pour extraire le premier mot de cette chaîne de caractères. Donc ça peut être une petite fonction assez facile. Donc, ce qui est important à retenir dans ce package, c'est qu'elles sont vraiment prévues pour fonctionner avec les expressions régulières. Il faut faire attention avec le point, qui ne sera pas un point, mais ça va représenter n'importe quel caractère. Donc, pour ça, il faut utiliser des caractères d'échappement, //0, le point, pardon, pour fixer, en tout cas pour accéder au point. Donc, toujours pareil, vous avez l'aide-mémoire qui est disponible et qui reprend en fait un peu les différentes fonctions qui ont été mises avant et toujours mettre en parallèle des expressions régulières. Donc, se plonger un petit peu dedans. Et puis, dans le même ordre d'idée, donc ce qui peut être intéressant, c'est comment manipuler des facteurs. Donc, sous R, les variables qualitatives, elles sont codées soit en caractères, soit en facteurs. Donc là, par exemple, j'ai choisi de transformer Iceland et Species en facteurs. Dans le jeu de données, tout était en caractères. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc là, ça a été transformé en facteurs. Et le package va permettre de manipuler les facteurs assez facilement. Donc à noter, un package que vous devez certainement connaître, c'est le package QuestionR, qui est un package qui propose une interface interactive pour permettre de recoder justement facilement ces variables qualitatives. Donc, je vais juste défiler quelques commandes. Donc, par exemple, l'équivalent du table, quand on met une variable qualitative dans R, c'est la fonction _count qui va nous mettre le nombre d'observations par espèce. Donc, maintenant, l'île, par exemple, c'est un facteur, parce que j'ai transformé dans la commande d'avant. On peut obtenir les caractères uniques du facteur via fonction unique.
On peut tester la présence d'un niveau dans un facteur. Donc, par exemple, si on regarde la variable island, donc ici, donc, qui est mise dans un facteur, et on veut savoir si la modalité dream est présente ici, dans le facteur précédent. Donc là, ça va tester. Est-ce que c'est dream? Non. Donc, ça va renvoyer false, etc. pour chacune des observations. On peut combiner les facteurs pour créer un nouveau facteur. Donc ça, je ne vais pas trop revenir dessus. Vous pouvez changer l'ordre de modalité d'un facteur, ce qui peut être assez intéressant. Donc, vous voyez, quand on regarde les niveaux, les modalités de l'espèce, vous avez Adélie, Ilstrap, Gentoo, donc c'est par défaut rangé dans l'ordre alphabétique. Là, vous pouvez modifier l'ordre. Par exemple, vous pouvez renverser l'ordre, c'est-à-dire que vous dites que le premier niveau, c'est Gentoo, Chipstrap et Adélie. Alors, on peut s'amuser un peu, on peut ordonner les modalités de celle la plus fréquente à celle la moins fréquente. Donc, vous avez une fonction directement implémentée dans Forcats qui permet de faire ça. Et puis, vous avez la fonction qui s'appelle fonction reorder, que j'ai utilisée ici sur un petit graphique. Donc là, c'est les box plots de la longueur du bec en fonction de chacune des espèces. Et bien là, du coup, en utilisant la fonction reorder, en fonction des espèces et de la longueur du bec, vous obtenez quelque chose comme ça. Donc ça vous a modifié en fait l'ordre des box plots à l'affichage. Donc ça peut être assez utile en combinaison avec ggplot2. Et puis, vous vouloir recoder, en fait, changer le nom des modalités. Donc, par exemple, Adélie, vous voulez le coder AD, Chipstrap, vous voulez le coder CH, Gentoo, vous voulez le coder GE. Vous pouvez faire ce genre de choses. On peut aussi les regrouper. Donc, par exemple, on veut... Là, on a un petit problème de certaines modalités, notamment âge, qu'on veut regrouper, différentes classes d'âge qu'on veut regrouper pour des besoins statistiques. Vous pouvez utiliser la fonction underscore collapse sur l'île, et là, vous regroupez en fait deux îles dans une modalité. C'est-à-dire, vous indiquez les deux modalités que vous voulez regrouper ici, et donc vous obtenez deux modalités à la place des trois. Voilà. Donc vous avez, donc là je vais pas revenir dessus, mais vous pouvez vraiment agir sur toutes les modalités en fait de votre variable qualitative avec ce petit package. Et toujours pareil, vous pouvez retrouver l'aide mémoire via le lien qui vous permet en fait de travailler dessus. Et puis, pour finir, je pense qu'en 5 minutes, ça devrait le faire. Pour finir, je voulais vous présenter très rapidement donc, le package Tidy Models. Donc, c'est un package qui ne vient pas avec la librairie Tidyverse, mais qui s'inspire de workflow Tidyverse. Donc, c'est un ensemble de packages qui est vraiment dédié à la modélisation et l'apprentissage automatique. Donc, en fait, quand vous le chargez, c'est un peu comme Tidyverse, vous avez plein de packages qui arrivent en même temps. Voilà, donc je voulais détailler à la diapo 136. Donc, je vais passer dessus parce qu'en fait, je préfère vous expliquer un petit peu les différentes étapes en fait, de modélisation dans Tidy Models. Donc, vous commencez par vous occuper de l'échantillonnage des données. Donc, ça, c'est le package RSimple. Après, vous allez pré-traiter les données. Donc, ça peut être sur les variables continues, les centrer, les réduire, par exemple. Enlever les données manquantes ou les imputer via différentes méthodes d'imputation. Après, vous spécifiez le modèle. Et puis, une fois que vous avez fait ces 3 étapes, vous construisez votre workflow. Et c'est sur ce workflow que vous avez créé que vous allez pouvoir construire le modèle, estimer les meilleures valeurs des hyperparamètres, valider vos résultats via Grooms, et puis évaluer votre modèle. Donc, je vais directement vous présenter rapidement un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant.
Tac. Donc, à la diapo 142, je vous ai rappelé en fait un truc de base. C'est avant de se lancer dans une quelconque modélisation, surtout bien les visualiser. Parce que c'est pas la peine de se lancer dans un truc voilà, qui ne va pas aboutir, en tout cas qui ne soit pas cohérent. Donc là, c'est un exemple très classique en fait où si vous tracez la longueur, la profondeur du bec en fonction de la longueur, et ben, quand vous tracez la droite de régression linéaire, vous avez le sentiment qu'il y a une corrélation négative. Si vous faites la même chose, mais en traçant la droite de régression linéaire en fonction de chaque espèce, vous avez une corrélation qui est positive. Donc tout ça pour dire que avant de se lancer dans une modélisation, faites bien toutes les étapes de visualisation de données. Donc le petit exemple que j'ai pris, donc c'est un exemple de prédiction des espèces de manchots, de classification par forêt aléatoire. Donc là, je vous ai remis un petit peu le principe en fait de la forêt aléatoire. Donc là, c'est pas trop le but en fait, du tutoriel, donc je vous laisserai regarder à tête reposée. Mais c'était vous montrer en fait les différentes étapes. Eh bien, la première étape, c'est préparer ces données. Donc ici, on a juste pris la longueur, la profondeur du bec comme variable explicative. Donc le premier truc à faire, c'est vous reconstruisez, vous enlevez les variables qui ne vous intéressent pas. Vous préparez vos données. Vous séparez en échantillon d'apprentissage, échantillon test pour votre modélisation future. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage automatique. Donc ici, j'ai séparé en échantillon apprentissage test en échantillonnage stratifié, c'est-à-dire à partir de notre jeu de données initial, bien respecter le nombre d'observations par espèce. On crée, donc là, on les enregistre via ces deux fonctions. On prépare le type de validation croisée qu'on va utiliser. Donc, il y en a tout un tas, je vous laisserai regarder donc, sur le site de Tidy Models, il y en a tout un tas qui sont implémentés. Ici, j'ai choisi la validation croisée stratifiée à 4 plis, donc ici, j'ai choisi 5 plis, où on va séparer notre échantillon d'apprentissage en 5 plis. Et puis, il y a 4 plis qui vont servir pour la construction du modèle, pour l'apprentissage, et puis un pli qui sera le pli de validation. Et à chaque fois, on va évaluer l'erreur sur notre validation et on va moyenner à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour toujours se garder dès le départ. L'échantillon test, il a été mis à part, il a été mis de côté, et c'est vraiment à la fin qu'on reviendra dessus pour regarder l'évaluation de notre modèle. On pré-traite. Donc ça, j'ai mis juste un petit exemple de méthode d'imputation simple, donc juste remplacer les données manquantes par la médiane de l'invariable. Et une fois qu'on a fait ça, on va spécifier quel est le modèle. Et pour spécifier un modèle dans Tidy Models, vous allez spécifier le type, le mode, et puis la façon dont c'est construit et les différents arguments. Donc ça, je vous laisserai un petit peu regarder. Et à partir des différentes étapes qu'on a fait avant, c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre workflow. Et puis à partir de là, eh bien, on va pouvoir estimer, optimiser nos hyperparamètres, sélectionner les meilleurs pour pouvoir donc, construire après. Donc là, c'est un petit graphique en fait. Ce qui est pratique en fait avec Tidy Models, c'est que soit vous avez des méthodes automatiques pour afficher vos graphiques, soit vous extrayez les informations de votre objet et vous utilisez ggplot2, qu'on a vu tout à l'heure, pour construire votre graphique. Et puis à la fin, vous pouvez évaluer votre modèle via les hyperparamètres que vous avez réussi à construire. Donc l'avantage en fait de Tidy Models, c'est que ça va vous séparer chacune de vos étapes en fait. Et c'est vraiment je pense que ce qu'il faut retenir en fait de Tidyverse, c'est que ça sépare chacune des étapes que vous faites de façon très très ordonnée. Voilà. Et puis donc là, je vais pas m'appesantir, je pense sur leur PC sur la programmation.
Mais PubR, donc ça offre des remplaçants pour ceux qui connaissent R de base. Vous avez toute la série de fonctions apply. C'est des remplaçants à apply un peu plus puissants, donc qui s'inspirent des concepts de programmation fonctionnelle. Et en fait, l'objectif, en tout cas de R, c'est absolument plus de faire de boucles forts. Et PubR, ça nous permet de faire des choses très, très efficaces. Donc, je vous laisserai regarder. Donc, ça a été relativement bien détaillé, je pense, sur les diapos. La fonction la plus courante, c'est la fonction map. Donc là, c'est un petit exemple facile. Vous avez une liste, voilà, composée de A et de B. Et puis, via la fonction map, vous allez ordonner en fait chacun des éléments de la liste. Et donc, vous avez des dérivés en fait de cette fonction map, c'est-à-dire contrôler en fait sur les vecteurs entiers. Vous pouvez également contrôler sur les flottants. Donc ça, c'est un peu pas à pas en fait pour que vous compreniez en fait comment fonctionnent les fonctions map. Mais en fait, l'objectif, c'est d'arriver donc en spécifiant des fonctions anonymes, de faire des choses un petit peu plus poussées en utilisant tout ce qu'on a vu avant. Donc l'exemple peut-être le plus parlant, c'est combiné avec Tidy Models, par exemple avec des régressions linéaires. Donc on avait vu tout à l'heure la fonction nest, construire une liste pour chacune des espèces qui reprend les tableaux de données. Donc ce que j'ai fait ici. Et via la fonction map, donc en spécifiant la fonction anonyme, vous allez appliquer un modèle de régression sur chacune de ces sous-ensembles de données, donc sur chaque élément de la liste. Et avec dplyr, ça vous permet de construire un objet total qui va vous lister, en fait, vous enregistrer dans un objet la sortie, tout ce qui concerne la régression linéaire pour chacune des espèces. Et donc, ça permet d'avoir un truc global, en fait, de notre modélisation statistique, donc vraiment d'enregistrer dans le même objet les tableaux de données, les graphiques, la sortie des modélisations, etc. Voilà, alors, on a été assez bavard au début, mais je voulais juste prendre un petit peu de temps pour remercier tous les autres formateurs en fait, de l'ANF Tidyverse, dont sont issus une partie des diapos, à savoir Ghislain Durif, Delphine Franger, Lydia Honig et Frédéric Santos. Évidemment, Cécile, elle est là. Et voilà. Et en fait, le but, c'était vraiment d'essayer de vous convaincre, je pense, que Tidyverse est en train vraiment d'être incontournable, en tout cas dans le codage sous R, que ce soit pour la création de packages, pour que ce soit l'analyse. Et son gros avantage, c'est de développer en fait chacune des étapes de ce qu'on fait et d'avoir un code qui est très lisible pour la suite. Eh bien, du coup, merci beaucoup Amandine, merci beaucoup Cécile. Là, vous nous avez emmené bien au-delà de Tidyverse, je pense, parce que j'ai l'impression quand même qu'avec Tidy Models, on pourrait faire une ANF, voire une école d'été sur 15 jours. Écoutez, en fait, on a un petit merci aussi pour ce support qui va être accessible. On va avoir 175 pages d'accompagnement dans R et dans Tidyverse. Il y avait des questions dans le chat, mais vous y avez répondu. Il y avait aussi des remerciements qui commencent à arriver. Moi, j'ai juste une petite question, mais c'est parce que vous l'avez présenté plusieurs fois, vous ne l'avez pas nommé. Vous arrivez à dire la feuille de conseil en anglais, la cheat sheet? C'est comme un peu le challenge à chaque fois, donc je vous laisse prononcer comme… Damien y arrive très bien, je crois. Moi, j'y arrive pas du tout. Cheat sheet. Bon, voilà. C'est pour dire ça. J'ai bien de mémoire. Je ne suis pas avancée.
Non, ben merci, parce que moi, ça m'a permis de refaire le point sur un certain nombre de choses qui m'enquiquinaient des fois avec Tidyverse. Donc, c'était vraiment très clair et du coup, avec une énorme richesse d'exemples. Et même si c'est des pingouins, ou pardon, des manchots, parce que c'est pas la même chose. En tout cas, c'était extrêmement, extrêmement clair. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent compléter ou poser des questions. Non, c'était hyper clair. Juste comme j'étais un peu frustré sur je sais pas comment ça se prononce, où est-ce qu'on peut, il y a aussi une feuille de conseil dessus, quoi, comment on peut où on peut en savoir plus, quoi. Ouais, bah normalement, à chaque fois, à la fin, j'ai indiqué l'aide-mémoire, mais il y a un site, en fait, hein, le site internet PubR dans Tidyverse où on peut trouver des éléments dessus. Après, il faut prendre en fait les diapos, je pense, à tête reposée parce que ouais, elles avaient quand même. Donc ça, c'était Frédéric Santos hein, qui avait fait cette partie. Il avait relativement bien balayé en fait le truc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment reprendre pas à pas en fait sur un objet très très simple en fait comment faire et puis augmenter après avec ggplot et Tidy Models. Donc ouais, mais sinon sur le site PubR de Tidyverse, il y a pas mal de choses et une petite cheats sont plutôt bien faits. Après, je pense que c'est assez frustrant effectivement parce que c'est assez court. Hein, nous, on n'a pas du tout délayé ce qu'on voulait. Mais oui, ça mériterait, je pense, un tutoriel, voire plus, en fait, sur chacun des packages. C'est ce que nous souffle Nicolas dans le chat et c'est ce que je lui dis. On garde l'idée. Et donc, ce serait Frédéric Santos tu nous souffles, toi, que ce serait Frédéric Santos qui pourrait être le spécialiste et nous faire un tutoriel. Complètement dénoncé, mais oui, tout à fait. Bon, bref, donc Damien, tu veux pas dire feuille de conseil ou anti-sèche? Moi, je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à les lire. Hein, donc mais là, on n'a plus beaucoup de temps, mais si vous me donniez à les lire, je veux dire, je trouve que c'est absolument pas clair et ça m'aide pas du tout leur feuille de conseil à chaque fois sur R. Ouais, il faut déjà connaître, en fait, faut déjà avoir une connaissance en fait du package et c'est juste un aide-mémoire parce qu'on se souvient jamais des trucs. C'est ça, du nom du paramètre, mais sinon, ça n'aide pas quand on n'a jamais fait Je trouve que c'est toujours un peu décevant. En tout cas, c'est pas une porte d'entrée pour comprendre, en tous les cas. Après, oui, c'est vrai que ça nécessiterait un petit moment particulier. Après, là, c'était vraiment juste une intro. Et après PubR, il faut déjà être en R avancé, en niveau programmation assez avancé. Donc après, ça s'adresse peut-être pas à tous les publics, en fait. Mais par exemple, moi qui viens de SAS, c'est vachement important parce que toi, j'ai tendance à faire des forts partout, quoi, et des boucles, et voilà. Et après, les gens me disent, mais c'est interdit de faire ça dans R, t'es un gros plouc. Et je dis, bah d'accord, mais. On en fait tous encore, hein, des boucles forts. Voilà. Et effectivement, récemment, il y a un des enseignants du master où je suis qui m'a expliqué qu'il fallait tout faire avec map. Et là, maintenant, je fais le lien entre map et pour, donc déjà, ça va m'aider. Voilà. Je vais continuer à creuser. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment super. Alors, effectivement, donc c'était en plus le dernier tuto de l'année 2024, mais l'année n'est pas complètement finie. La semaine prochaine, il y a la semaine ou les semaines Data SHS en fonction des endroits où vous êtes. Il y aura plein d'événements dans vos MSH ou dans vos universités. Pour tous ceux qui sont inscrits à la liste Maté SHS, bah tu vois, la Maté, feuille de style. Maté SHS, il y a les élections du comité de pilotage qui vont avoir lieu. Donc, pour voter, il faut être inscrit avant le 22 novembre. Et la commission électorale va refaire un mail de relance très prochainement. Pour voter, excuse-moi, parce que la commission électorale rappelle que chaque membre de la liste inscrit avant le 22 novembre peut se présenter comme membre du comité de pilotage. Et la commission électorale que je représente aujourd'hui est là pour inciter chacun à se présenter et pour faire vivre le réseau. C'est un précieux conseil. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Merci beaucoup aux participants et aux participantes, hein, parce que c'est grâce à vous que ça fonctionne. Et puis un énorme merci à Amandine et Cécile d'avoir pris le temps de parler de Tidyverse. C'était encore un tuto passionnant.
Et on se retrouvera l'année prochaine pour les tutos, pour parler de choses encore plus grandes, de grands modèles de langage. C'est le jeudi 16 janvier 2025. Et puis voilà, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup.